Promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique pour faire naître une nouvelle génération de champions de l'économie. Un anglicisme qui apparaît de plus en plus dans les discours des pouvoirs publics sur le continent. Diplômés ou non, les start-upers et les start-upeuses n'attendent plus de l'État et prennent leur destin en main. Exit la vie de salarié. Quelles sont leurs motivations? À quelles difficultés sont-ils prêts à être confrontés en tant que femmes surtout? L'entrepreneuriat au féminin, c'est notre sujet du jour. Après cela, il va s'agir pour nos invités de répondre à quelques questions sur la gestion de l'argent dans le couple. Découvrons dans ce sujet, avant de commencer, quelques paroles fortes d'entrepreneurs. L'Afrique qui gagne, c'est aussi le boom entrepreneurial. Ibrahim Benaziz, jeune éleveur ivoirien de 24 ans, l'a bien compris. Aujourd'hui, il est le directeur général de Volaille d'Or. J'ai fait du porte-à-porte. Je suis toujours parti du fait que je n'allais pas recevoir d'aide. Il fallait toujours partir avec ce que j'ai. J'ai essayé de mettre ma propre stratégie en place. Quel était le problème des éleveurs? Et c'est comme ça que j'ai démarré le projet Volaille d'Or avec 60 000 francs. Faire de son talent son métier avec une bonne dose de courage, Eliane Nabibiga l'a fait, propriétaire d'un salon de beauté adapté à tous vos besoins. Ce que je voudrais faire comprendre aux jeunes aujourd'hui, c'est de savoir que tout a un début. Il faut commencer petit pour finir grand. On a tous quelque chose qu'on sait faire. Il faut savoir vraiment le détecter et l'exploiter. Il ne faut pas chercher à gagner très vite. Ce n'est pas un jour que je me suis fait tout. Il faut tomber, c'est Dieu qui donne tout. Quand vous voulez, Dieu vous guide pour réussir. Edith Brou, blogueuse ivoirienne de renommée internationale, est un modèle dans son domaine. Elle fait partie des précurseurs du blogging en Côte d'Ivoire. Vous devez être vraiment sûr des risques que vous prenez et conscient de la désillusion qui vous attend lorsque vous vous lancez. Votre rôle, c'est de prendre le risque. Ne prenez absolument rien pour acquis. Quand le pire surviendra, serez-vous prêt? Tout ceci va demander des concessions. Si vous n'êtes pas prêt, ne devenez pas entrepreneur. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Sandrine Roland, vous êtes directeur associé d'une entreprise de communication panafricaine. Bonjour. Bonjour, Eric. Florence Nanga, vous êtes directrice générale d'un institut capillaire spécialisé. Bonjour. Bonjour et merci d'être là. Alors, justement, on va commencer par vous. D'où vous est venue cette idée de vous mettre à votre propre compte? Alors, au cours de ma carrière professionnelle, j'ai été débauchée plusieurs fois et j'avais cette hargne en moi de pouvoir investir un jour à mon propre compte. Et lorsque ma dernière carrière professionnelle s'est terminée par un non-renouvellement de contrat, ça a été pour moi le déclic. Et j'ai su que c'était le moment de pouvoir me lancer. Voilà. Et vous avez plongé? Oui, j'ai plongé. Et vous avez plongé. Merci infiniment. Vous, comment ça s'est passé? Écoutez, moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur depuis le lycée. Donc, après mes études, durant lesquelles, d'ailleurs, j'avais préparé ce projet entrepreneurial à l'université, donc avec mon futur associé, j'ai eu une carrière assez longue dans le secteur. Et du coup, cette carrière-là m'a permis justement déjà d'acquérir beaucoup plus d'expérience, de faire mes preuves aussi, et puis de me tailler une véritable réputation. Vous aviez déjà une vision alors de votre parcours? Oui, j'avais une vision très claire, et donc c'est logiquement qu'au terme de cette carrière, j'ai rejoint donc mon associé pour justement démarrer l'aventure entrepreneuriale. L'aventure entrepreneuriale, ok. Florence, est-ce que vous avez eu du mal à vous engager justement en affaires en tant que femme? Oui, je dirais quelquefois, parce que lorsque j'ai nourri l'idée et que j'ai voulu me lancer, faire le grand pas, j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient « Écoute, tu es une femme, tu as des enfants en bas âge, écoute, il faut continuer à travailler et puis peut-être faire ça en activité annexe. » Mais quand on a un rêve au fond de soi et quand on a envie de le réaliser, on est obligé souvent de couper et puis de se lancer à la réalisation de ce rêve. Vous êtes en affaires avec votre mari. Comment on concilie justement l'entrepreneuriat avec sa vie de femme? En effet, bon, déjà au travail, nous on fait la part des choses. Hein. Donc au bureau, c'est monsieur et madame Roland. Ah, carrément, vous... Oui, au bureau, c'est pas... voilà, les petits noms, tout ça, non, pas chérie, il n'y a pas de petits noms. Non, ça, c'est à la maison. OK. Donc, au bureau, nous sommes des collègues, nous sommes deux associés et on maintient vraiment cette ligne.
Je pense que pour une femme entrepreneur, la conciliation vient déjà du lâcher-prise. Il faut savoir lâcher prise. Expliquez-nous ce concept de lâcher prise. Le concept du lâcher prise est très important. Pourquoi? Culturellement, socialement, traditionnellement, on se met beaucoup de verrous moraux, beaucoup de verrous dans ce qu'une femme est censée faire ou ne pas pouvoir faire. Mais moi, j'ai vécu 10 ans au Canada, donc j'ai côtoyé les femmes canadiennes et j'ai appris là-bas le lâcher prise. Ok, je vous dis quelque chose qui va peut-être vous faire sourire, mais bon, si vous êtes avec vos enfants pendant une journée, bon, s'ils se sont lavés le matin, ils se sont pas lavés le soir, les enfants, ils vont pas mourir, quoi. D'accord. Voilà, il faut que les femmes se déculpabilisent de ce carcan de pression et Arrêtez de code. de vouloir tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Il faut savoir déléguer. Au bureau, c'est pareil. Moi, j'ai une assistante, vraiment, et je le dis à tout le monde, ça choque les gens, mais je suis vraiment entre ses mains. C'est-à-dire qu'elle gère tout, tout, tout et tout. Je ne réfléchis plus. Mon planning, mes rendez-vous, mes activités, tout, c'est elle qui gère tout. Tout. Et voilà. Et ça m'aide beaucoup. Et ça vous aide beaucoup. Avez-vous eu des désillusions dans vos débuts d'entrepreneur, justement, oui. Sandrine Roland? Et quelques exemples à nous partager, peut-être? Oui, il y a des désillusions vraiment qui amènent des fois à se poser beaucoup de questions. Déjà, premier type de désillusion, hein, c'est que vous êtes un jeune entrepreneur. Alors mon mari et moi, on s'est lancés très jeunes, créer des emplois très tôt, on monte tout un business, on se dit que quelque part, on vient contribuer à l'économie. Et quand on voit que derrière, il y a 0 mesure d'accompagnement pour les entrepreneurs, les financements sont extrêmement ardus à obtenir, voire impossibles. Parler des banques, le rapport avec le financement. Okay. C'est ça. Et quelque part, on se demande si... vous allez tenir? Si on va tenir. Florence, un exemple de désillusion? Oui. Moi, par exemple, lorsque j'ai voulu me lancer, j'ai voulu me tourner vers les banques. Et ça a été ma grosse désillusion quand ils m'ont dit Madame, avant de financer, il faut que vous existez depuis au moins 6 mois, au moins 1 an. Je dis mais on veut créer quelque chose. S'il faut exister 1 an avant pour avoir un financement, mais comment je fais pour commencer déjà? Donc j'étais obligée de prendre toutes les économies avec l'aide des uns et des autres et beaucoup de mon mari, de pouvoir mettre tout ce qu'on avait dedans et faire le grand pas, parce que c'était pas possible d'avoir une aide financière venant des banques. Le plus gros sacrifice que vous avez consenti, c'était quoi? Je pense que le plus gros sacrifice en tant que femme, vous, de votre... que j'ai consenti, c'est le temps personnel. Donc d'abord, c'est vrai qu'on travaille ensemble, mais c'est pas du temps forcément en couple. Donc il y a cette petite nuance qui fait que souvent, le travail empiète parfois sur cette sphère de la relation du couple. Donc, c'est surtout le temps. Mais fort heureusement, on a une énorme complicité. Donc, ça compense. Et pareillement avec les enfants. Donc, le temps de la maman. Ça, c'est quelque chose où j'ai fait des sacrifices. Où j'ai vraiment laissé la nounou être la deuxième maman des enfants, souvent. Parce que je voyage beaucoup. Et des fois, ça a été dur. Moi, j'ai travaillé jusqu'à mon accouchement. Quand je dis j'ai travaillé jusqu'à mon accouchement, c'est-à-dire que à un moment donné, le médecin rentre dans la salle et il dit « Bon, madame, maintenant, on va y aller. » Je ferme mon ordinateur pour aller accoucher. Donc, c'est à ce niveau-là. Vous avez eu le temps d'appuyer sur « Envoyer » quand même. Ça devait être important. Et à ce point. Donc, oui, à ce point. Et laisser les bébés très petits aussi pour Florence, reprendre le travail. Quel était le plus gros sacrifice que vous avez? Le plus gros sacrifice en tant que femme, et surtout quand on a des enfants, c'est le temps. C'est le temps. On est obligé de donner. Vous savez, une entreprise qui naît, c'est comme un bébé qui naît. Une entreprise qui naît, c'est comme un bébé. Il faut lui accorder beaucoup plus de temps, comme l'allaitement et tout ça. Donc, forcément, pour une femme, elle est obligée de consacrer un peu plus de temps à l'entreprise pour la voir grandir. Donc, pour une femme, le plus gros sacrifice, c'est le temps. C'est le temps, c'est ça. Oui. Et il y a un autre sacrifice, je pense qu'il faut quand même souligner, c'est que les femmes entrepreneurs s'oublient elles-mêmes. Donc, ce temps qu'on prend pour prendre soin de soi-même, pour se reposer, pour se ressourcer, pour celles qui sont coquettes, hein, aller dans des instituts, se poser, prendre un bouquin, relaxer, on s'oublie, c'est complètement oblitéré. La thématique vous interpelle, entrepreneur au féminin. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook, sur les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag Affaires de Femmes,
affaires, chiffre 2, femmes, pour avoir vos commentaires, vos réactions et partager l'information. À la tête de vos différentes entreprises, vous avez aujourd'hui plusieurs personnes, des femmes et des hommes, sous votre leadership. En tant que femme, est-ce que vous avez la perception, l'impression de votre expérience sur tout le continent qu'il y a une sorte de résistance lorsqu'une dame me donne des directives, lorsque je suis homme, par exemple? Oui, il y a une résistance. Et ça, je l'ai vu souvent. Comment vous l'expliquez ou comment vous le dites? Oui. Ah, mais on le décèle tout de suite. C'est-à-dire que la personne qui ne vous regarde pas dans les yeux, la personne qui regarde à gauche ou à droite, la personne qui se dit, bon, de toute façon, comme elle travaille avec son mari, bon, on va attendre que lui vienne donner les instructions. À ce point? Oui, à ce point. À ce point. Ça me fait sourire, hein. Des fois, ça m'a contrariée, mais ça me fait surtout sourire parce que à la fin de la journée, ben, il ne fait que venir dire, referez-vous à elle. Et voilà. Donc, est-ce que c'est plus facile justement de gérer les hommes ou c'est plus facile de gérer les femmes en entreprise pour une femme dirigeante? Pour une femme dirigeante, alors, personnellement, je préfère travailler avec les femmes parce que je les trouve plus efficaces. Là, mes collaborateurs vont pas être très contents. Là, ça sent, on sent qu'il y a quelque chose qui a été lancé. Plus efficaces dans quoi? Dans leur Les rendu? femmes sont plus efficaces. Les femmes sont efficaces. C'est une affirmation. Polyvalentes, réactives, capacité à tenir, résilience, etc. Mais en même temps, notre société impose aux femmes certains comportements ou attitudes qui fait que par moments, elles sont moins productives que les hommes. OK? Les hommes, j'aime beaucoup travailler avec eux. Ils sont plus faciles à diriger. Les hommes sont plus faciles à diriger que les femmes. Parce que l'homme aime être dans un cadre précis et bien défini. Donc, une fois que vous avez défini le cadre, c'est comme une case, il est dans sa case, il fait ce qu'il a à faire, il délivre. Tandis que les femmes vont déborder, regarder le travail de leurs collègues, se mêler parfois. Le mot case est à prendre à double sens. Oui, hein. J'ai vu une image, il est dans sa case. Tout à fait. Vous préférez travailler avec des hommes ou des femmes? Qu'est-ce qui est plus facile pour vous? Moi, les deux. Mais j'ai plus de femmes que d'hommes. Et c'est bizarre, moi, dans mon domaine, les femmes aiment plus que des hommes s'occupent de leurs cheveux que les femmes. Ah. Ouais, c'est bizarre. Si vous posez la question à plusieurs femmes, elles vous diront, je préfère quand un homme s'occupe de mes cheveux parce qu'il est un peu plus attentionné, il est un peu plus dans la technique et tout ça. Sinon, avec les femmes, elles apprennent, mais il y a un peu de petites distractions. Par contre, ce qu'on a remarqué dans ce domaine, c'est que l'homme n'est pas fidèle. Fidèle dans quel sens au travail? Fidèle, c'est-à-dire que sur son engagement. C'est-à-dire qu'il a la technique, tout le monde a envie de se faire coiffer chez lui, mais après quelques temps, il a tendance à laisser tomber. Par contre, avec les dames, elles sont plus fidèles, elles sont là, et voilà. Donc c'est un peu différent dans mon domaine. Parlons des échecs. Quel a été votre plus gros échec dans votre vie d'entrepreneur? Sandrine Roland. Waouh! Alors là, c'est une question. Échec de ma vie d'entrepreneur. La claque que vous avez reçue et vous vous êtes dit, waouh, ça fait mal, mais on continue. Le plus gros échec. Je ne sais pas s'il y a un plus gros, mais il y a eu quand même des claques. Souvent, ça a été des erreurs de recrutement. Ouais, erreurs de recrutement où on se dit, voilà, une personne super. Petite anecdote Oui, non, mais c'est ça. Un N-1, vraiment, à qui on a envie de tout donner en termes de compétences, en termes de moyens, et qui s'avère être l'opposé total de ce à quoi on aurait pu s'attendre, jusqu'à même devenir une sorte d'ennemi interne. Et ça, c'est une grosse claque quand même. C'est-à-dire qu'on se demande si on n'a pas fait des erreurs de jugement, on se demande où ça a coincé. Et on se dit qu'on a été aveugle sur certaines choses. Oui, et ça, c'est une grosse claque. Florence? Moi, je dirais c'est entreprendre, lancer un business et donner à quelqu'un pour gérer et se mettre un peu en retrait. Il y a quelques années, j'ai lancé un business center et j'ai mis quelqu'un en gérance parce que je voulais faire les deux, comme on le dit. Il faut avoir les deux. Donc, je travaillais et j'avais le business à côté. Et ce que j'ai fait, c'est que j'avais tellement envie de le voir grandir que j'ai pris un prêt. Et donc, j'ai investi et moi, je travaillais. Et l'affaire a chuté. Et je me suis vue en train de rembourser une affaire qui n'existe plus pendant près de 3 ans.
Et là, franchement, moi, ça a été le plus gros échec. Et donc, c'est pour ça que cette fois-ci, quand j'ai voulu me lancer, j'ai pas voulu faire, voilà, j'ai voulu me donner tout entière à cette activité. Le sujet vous intéresse, vous souhaitez en discuter, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Affaires de femmes, affaires chiffre 2 femmes, pour échanger sur l'entrepreneuriat au féminin. Entreprendre, la décision peut être difficile à prendre, surtout quand on est déjà salarié. Princesse a tenté l'expérience. L'entrepreneuriat, très peu pour elle, nous dit-elle. Bon, comme d'hab, j'ai une histoire à te raconter. C'est parti. Bon, désolé, je vais pas trop durer aujourd'hui. Bon, je viens juste pour vous expliquer un truc. C'est peut-être le fait du chômage galopant, mais il est clair que l'entrepreneuriat n'aura jamais été aussi à la mode. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi. Moi, évidemment, comme tout le monde, j'ai voulu me lancer aussi. Ouais, parfois, je suis un peu une suiveuse. Donc, quand j'ai voulu me lancer, en plus de mon métier de chroniqueuse, bien sûr, vous ne me payez pas assez, donc j'ai dû me lancer. C'est arrivé là-bas. Bon, en fait, je réalise qu'on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Donc, c'est un peu trop compliqué. Je fais mon métier, puis je vais me lancer dans ça. J'avais bien pensé mon projet, pourtant. Sur le papier, tout le monde m'a dit que c'était super. Mais malgré ça, les banquiers, devinez ce qu'ils m'ont dit. On a la réponse, non. T'étais pas obligé de le dire comme ça. Non, mais bon. Mais ils m'ont dit non. Effectivement. J'ai hypothéqué ma maison, ça c'est moins drôle. Je me suis associée avec une copine pour commencer mon projet, mais j'ai trop de problèmes. J'en ai marre. L'entreprise n'est même pas encore lancée et c'est déjà comme ça. Anyway, j'attends depuis 3 mois. L'administration est lente. Il y a toujours quelque chose à faire ou à refaire. Un truc qu'on m'a pas dit, un truc que je dois donner. Il y a toujours un truc. Les démarches administratives, quoi. Bon, j'avoue que l'une des choses que j'aime bien, c'est que, bon, j'ai perdu du poids. Ah. Bah oui, écoute, avec tous les problèmes que j'ai. Anyway, parfois, je pense à ma condition de salarié et je me dis, écoute, j'étais bien quand même. J'étais pépère, mon quotidien, boulot, dodo, mes 35 heures, aller en vacances ici et là, au calme. Pourquoi je suis allée me mettre dans cette truc d'entrepreneuriat? J'en sais rien. Je sais même pas qui m'a envoyé. Mais... Anyway, là, j'ai rendez-vous avec la justice parce que, figurez-vous, quelqu'un a eu la même idée que moi. Ouais. Donc, le seul truc, c'est qu'ils ont la même idée et plus d'argent. Donc, ils ont pu exécuter ce que moi, j'ai pas pu faire. Mais bon, c'est bien beau tout ça, mais n'oubliez pas d'intégrer les mots-clés. C'est quoi les mots-clés? Perte. Aïe. Dette. Stress. Concurrence. Instabilité du marché. Et faire cavalier seul, parce que je me retrouve bien toute seule dans cette histoire-là. Anyway, à bon entendeur, salut. Salut et désolé, Princesse, pour cette expérience difficile. Comme notre chroniqueuse, très peu de personnes savent qu'il faut préserver son identité et son concept en le faisant breveter et protéger. L'avez-vous fait d'ailleurs? Vous avez protégé vos idées? Vous avez breveté vos idées dans le cas de oui, cette spécialité capillaire, je crois. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui doit être fait. Exactement. C'est en cours. Et bientôt, avec l'OAPI, ça sort et tout ça. Mais le plus important, quand on se lance dans quelque chose comme ça, c'est le savoir-faire. Moi, je dis, j'ai pas peur de la concurrence. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, il y a un deuxième, un troisième, il y a quelque chose qui fait votre identité. Il y a quelque chose qui doit être votre touche personnelle, qui fait que aujourd'hui, si les clients vont chez vous, ils ont envie de rester chez vous. Donc, c'est cette touche-là qui peut pas être copiée. Voilà, c'est comme ça que moi, je vois la chose. Sandrine, quelles sont les solutions qui existent? Parce qu'on entend aussi ça, se faire piquer l'idée, etc. Quelles sont les solutions qui existent sur le continent en termes de protection de ces idées? En termes de protection, c'est essentiellement l'OAPI qui permet de déposer la marque. Et comme elle le disait, le savoir-faire, il est unique, il est personnel. Les gens vont tenter de copier un savoir-faire, mais il faut protéger au maximum le nom. Si c'est un produit qu'on vend, qu'on a créé, il faut le protéger aussi. Le concept aussi, ça se protège. En Côte d'Ivoire, on peut s'approcher du Burida pour avoir certaines informations. Ça aide de toujours se renseigner. Mais au-delà de ça,
pensez à créer un branding qui vous distingue. Ayez une personnalité qui est reflétée, qui vous met à part. Donc, il faut beaucoup travailler sur le branding. Il faut beaucoup travailler sur la personnalisation de son savoir-faire. Alors, j'ai envie de vous poser une question avant de terminer cette première partie de notre émission. Finalement, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Florence? Je dirais non. Non. Tout le monde ne peut pas parce qu'il y a certains qui n'ont pas la fibre, comme on le dit, d'entrepreneur. On peut tous avoir des idées, mais tout le monde... C'est quoi cette fibre alors? C'est quoi? C'est lever tôt le matin, dormir tard? Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est quelque chose qui est inné en soi. C'est d'abord, ça vient d'une passion, d'un amour pour quelque chose, d'une idée qu'on a envie de voir concrétiser. Une idée qui vous fait... rêver, qui vous fait perdre le sommeil et tout ça. Et donc, tout le monde n'a pas cette fibre d'entrepreneur. Certains sont bien en tant qu'employés, ils sont très bien, voilà. Et certains, quand ils se lancent dans quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Il faut se connaître. Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur, selon vous? Tout le monde peut être entrepreneur, tout le monde ne peut pas entreprendre. Entreprendre, ça demande des sacrifices. Ça demande, comme elle le disait, cette passion, ce feu inextinguible qu'on a à l'intérieur. Ça demande aussi un courage énorme. Il faut être courageux et très courageux de nature pour entreprendre. Sinon, ça ne passe pas. On se décourage, on laisse tomber. Il faut avoir ce courage, il faut avoir cette abnégation. Il faut aussi savoir se sacrifier. On vous le disait au début, l'argent dans le couple est le sujet de la deuxième partie de notre émission. Je vois que vous rigolez déjà, ça va venir. J'aurai justement des questions pour vous. Vous aurez à répondre à 3 questions et vous me direz très rapidement, tout de suite, ce qui vous vient en tête. Vous êtes prête? Oui. Qui doit payer quoi dans le foyer? Sandrine? Pour moi, c'est une notion qui n'existe pas. Parce qu'on dit que 2 feront 1. Les 2 ne feront qu'1. Donc, on est ensemble dans le foyer. Mais qui tout paye l'argent quoi? est en commun. On paye tout avec l'argent qu'on a mis en commun. Chacun récupère tout et vous payez respectivement les choses qu'il y a à payer? Oui, maintenant, il y a des responsabilités dans l'exécution des dépenses. Donc, de façon, on guillemets, naturelle, on va s'attendre à ce que les dépenses alimentaires soient exécutées par la femme. Ça ne veut pas dire qu'elles viennent uniquement de sa poche. Elle doit mettre de sa poche, le conjoint aussi. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas confiance à ce qui va être acheté par l'homme? Non, parce que les 2 ne feront qu'un. Donc, il faut que chacun mette son argent maintenant. Le shopping, on peut laisser ça à la fin. Florence, pour vous? Je dirais, moi particulièrement dans mon cas, je dirais les 2. Hein. C'est ensemble, c'est pareil. Et moi, je connais mon mari depuis plus de 20 ans. C'était mon voisin de classe. Et depuis lors, quand on partait au restaurant, on partageait l'addition. Donc, c'est quelque chose qui est resté en nous. Oui, effectivement, parce qu'on était voisins de classe en terminale. Donc... Comme dirait en Afrique ici, vous partagez l'addition. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on a cultivé ça. Et jusque dans le foyer, quand il y avait des moments difficiles de son côté, moi, je soutenais et vice-versa. Donc, on partage tout. Justement, il refuse de contribuer à hauteur de ses moyens. Que faire? Oh. Ça, c'est une question. La femme que vous êtes, que faites-vous? Il refuse de contribuer alors qu'il a des moyens. Exact. Ou à hauteur de ses moyens. Il s'est dit, non, ça c'est trop pour moi. Non, il va le faire. Il va le faire. C'est même pas possible. On entend dans le ton. C'est même pas possible. Il va le faire. Il va le faire. D'accord. Je crois qu'il va s'exécuter. Voilà, il va s'exécuter. C'est pas possible. De votre côté, Sandrine Roland? Je pense qu'il faut l'interpeller sur ses responsabilités. Et c'est difficile à répondre comme question parce que c'est une notion qui est complètement sans réfléchir, parce que si vous réfléchissez, étrangère. Il refuse de contribuer, donc il aura ce qu'il a mis à hauteur de ses moyens. Bon. Du genre, si le conjoint est en incapacité, jusqu'où prenez-vous en charge toutes les dépenses? En incapacité? Oui. Bon, on prend tout, il est en incapacité. C'est tout, clair. Parce qu'on a traversé ça. Jusqu'à quel point? Tout. Oui. À vie, par exemple, ou Tout. Tant qu'on a les moyens, on est marié pour le meilleur et pour le pire. Juste tout. Tout. Voilà, tout. Nos limites. Juste tout. Le sujet vous interpelle. Nous parlons ici de l'entrepreneuriat au féminin.
La discussion se poursuit sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver avec le hashtag Affaires de femmes, Affaires chiffre 2 femmes. Nous parlons de entrepreneuriat au féminin. Merci mesdames pour vos différentes contributions. Ça a été un véritable plaisir d'échanger avec vous. Les années fastes de nos économies sont derrière nous. L'image de l'État-providence se décline. Gagner sa vie s'envisage autrement désormais. Plus risqué, plus pénible, les entrepreneurs ont fait le pari de miser sur eux-mêmes pour se faire une place au soleil. Un pari stimulant, souvent plus difficile, pour les femmes d'ailleurs. Mais quitte à tout perdre, il et elle le sauront qu'après avoir misé et tout tenté.